Donc, oui, c'est ça, le plan. Je veux dire, le plan est très clair, exposé au grand jour. C'est ce que les néoconservateurs et le complexe industriel des Gusanos veulent faire au Venezuela, comme l'a exprimé Mike Pompeo, ancien directeur de la CIA et secrétaire d'État. Il l'explique ici de manière assez explicite. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour les soutenir. Le plus important, c'est que nous pouvons aider à reconstruire ce qui a été un ensemble désastreux de politiques économiques ayant détruit leur capacité à prospérer, leur secteur pétrolier. Ainsi, les entreprises américaines peuvent venir vendre leurs produits. Schlumberger, Halliburton, Chevron, toutes nos grandes compagnies énergétiques peuvent aller au Venezuela, y développer un modèle économique capitaliste qui restaurera le pays tel qu'il était. Brian, toi et moi nous en souvenons. C'était une grande économie pendant si longtemps, et cet imbécile l'a détruite, n'est-ce pas? Alors, Halliburton. Je veux dire, c'est incroyable. Bon, son argument, c'est que le Venezuela a détruit sa propre économie, mais les sanctions qu'il a imposées visent précisément l'économie vénézuélienne et sa principale source de revenus. C'est ce qu'a montré Francisco Rodriguez, l'économiste vénézuélien que tu as mentionné dans ses travaux. Si tu regardes les graphiques qu'il publie, au moment où les États-Unis imposent ces sanctions paralysantes sous Trump, c'est là que les exportations de pétrole du Venezuela s'effondrent, comme cela avait été prévu. Donc, d'un côté, on conçoit des sanctions qui détruisent une économie, et ensuite, on reproche au Venezuela d'avoir détruit la sienne. Et on continue d'imposer ces sanctions qui rendent la croissance économique impossible, ou du moins très très difficile. Et laisse-moi te demander, il dit qu'on se souvient tous d'une époque où l'économie du Venezuela allait très bien, qu'elle était florissante. Quelle est la réalité en fait? Eh bien, la réalité, c'est qu'avant l'arrivée d'Hugo Chavez, le Venezuela avait un taux de pauvreté de 70%. Pardon, 70% de pauvreté et 40% d'extrême pauvreté. Les bons vieux jours, selon Mike Pompeo. Presque 50% de la population s'est vue refuser le droit de vote à cause de systèmes d'identification complexes. Ils étaient laissés dans l'ignorance. Des quartiers entiers de Caracas n'apparaissaient même pas sur les cartes. La population vivait dans une misère absolue. Et en 1989, Carlos Andrés Pérez était président, connu sous le nom de CAP. En somme, le président du Venezuela à cette époque. Voilà la démocratie à laquelle ils veulent revenir. Ils avaient conclu un accord dans une ville appelée Punto Fijo, dans lequel deux partis imitaient les partis européens ou allemands. L'un était Action Democratica, le parti social-démocrate, inspiré du SPD en Allemagne. L'autre était le COPEI, le parti démocrate chrétien de centre-droit, inspiré de la CDU allemande. Ils se contentaient d'alterner le pouvoir tous les quelques années lors d'élections purement procédurales. Et personne venu de l'extérieur, qu'il soit populiste ou nationaliste, ni personne souhaitant parler d'une nationalisation plus globale des ressources, n'a été autorisé à participer. Ainsi, en 1989, il y eut essentiellement des émeutes de la faim, des émeutes contre un plan d'austérité, El Paquete, imposé par le FMI sous Carlos Andrés Pérez, qui avait promis d'améliorer les conditions sociales et qui avait en réalité été responsable de la première nationalisation du secteur pétrolier en 1966. Ce qui est intéressant, car Trump affirme que Chavez et Maduro ont volé le pétrole des États-Unis, alors qu'en réalité, c'est un président aligné sur les États-Unis qui l'a d'abord nationalisé. À partir de là, la situation devient plus complexe. L'essentiel, c'est que la population s'est révoltée. Elle en avait assez de l'austérité imposée par le FMI. L'armée est intervenue, a fauché les manifestants. Des dizaines de personnes ont été tuées dans les rues et des fosses communes ont été creusées pour enterrer les corps
et dissimuler les preuves. C'était l'un des moments les plus douloureux de l'histoire du Venezuela. 3 ans plus tard, Hugo Chavez a dirigé un coup d'État très populaire avec d'autres officiers militaires pour tenter de renverser ce régime néolibéral, le régime de Punto Fijo, essentiellement imposé par le FMI et les États-Unis. Le peuple a soutenu ce que Chavez a fait, mais il a échoué, a été emprisonné, puis est arrivé au pouvoir plus tard. Voilà donc à quoi ils veulent revenir. Et ils veulent faire revenir Halliburton, je veux dire, Mike Pompeo le dit ouvertement. Qu'a fait Halliburton pendant la guerre d'Irak? Wyatt Reed a publié un bon article à ce sujet sur son podcast Substack, auquel tout le monde devrait s'abonner. Il souligne, et je veux dire, nous avons tous vécu cela, Aaron. Tu l'as vécu. Tu étais à Democracy Now! À l'époque. Ils en parlaient sans arrêt. Un contrat sans appel d'offres de 7 milliards de dollars en 2003, dans lequel Dick Cheney possédait des millions en actions parce qu'il avait été le PDG de Halliburton. Puis 1 million d'Irakiens ont été tués lors de l'invasion. Des milliers d'Américains sont revenus sans membres ou sans vie. Ensuite, le Pentagone a audité Halliburton et découvert que l'entreprise avait escroqué les contribuables américains de 1,4 milliard de dollars. Voilà donc ce qu'ils veulent faire au Venezuela. Et Maria Corina Machado, en quelque sorte, le visage et la voix de la politique de changement de régime au Venezuela, s'est engagée à vendre 1,3 billion de dollars d'actifs vénézuéliens aux plus offrants, en gros, aux proches de Trump. Franchement, et d'une évidence totale, et ce n'est pas très populaire. Et pendant ce temps, des milliers de soldats américains sont déployés sur ces navires autour du Venezuela. Trump s'est récemment vanté que le Venezuela est encerclé et que rien ne peut entrer ni sortir. Va-t-il vraiment envoyer toutes ces troupes là-bas pour ne rien en faire? Juste les laisser traîner, passer leurs vacances loin de leur famille, en gros se livrer à la piraterie, voler les biens vénézuéliens. C'est ce qui m'inquiète. C'est un de ces types qui se prennent pour des durs, tu vois. Et il va juste envoyer toutes ses forces là-bas pour ne rien en faire, juste les laisser voler. C'est un peu le scénario le plus favorable à ce stade, qui se contente de leur faire voler le pétrole du Venezuela sans lancer de frappe militaire. Mais les avoir là-bas, sans rien faire, va simplement maintenir une certaine pression sur lui pour qu'il prenne une décision et qu'il risque d'escalader. Eh bien, il a aussi menacé le Danemark. Il a menacé le Canada. Il est très clair qu'il y a une crise plus profonde en jeu, que le système du capitalisme mondial ne croît plus, et que l'Empire occidental a besoin de piller davantage de ressources pour pouvoir s'étendre. Ils ont donc braqué leur regard sur l'hémisphère occidental en particulier. Mais cela a aussi à voir avec la concurrence avec la Chine, qui contrôle la majorité des terres rares et dispose de la capacité de production nécessaire pour dépasser les États-Unis. Il y a donc ici un sentiment de désespoir. Je ne pense pas que Trump ait les capacités intellectuelles pour comprendre quel est le but final ou la stratégie ultime. Déployer une telle force navale coûte très cher. Le déploiement de l'USS Gerald Ford était, je crois, une idée de Marco Rubio. Pour piéger Trump dans une sorte de pression en lui disant « Regarde, 10 de nos atouts navals sont là. Faisons un déploiement avancé des forces spéciales, ce qu'ils ont fait cette semaine. Continuons simplement à déployer encore et encore, jusqu'à ce que Trump doive décider soit d'agir, soit de perdre la face et de paraître faible face à Maduro. Parce qu'il n'est pas certain que Trump veuille vraiment le faire. Et il y a toutes sortes de négociations en cours. Domade Siberians. Which I'll talk about in a second.